les femmes portent la moitié du ciel. Ces femmes-là ne peuvent pas être tenues à l'écart de notre révolution. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à les libérer. Mais c'est très compliqué. C'est très difficile. Parce que les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Elles sont doublement dominées. Si vous allez dans mon village et vous dites à une femme, bon écoute, tu as le droit de prendre la parole, toi aussi de donner ton point de vue dans le débat qui se déroule devant les hommes, elle vous dira quel scandale. Non, elle préfère être dans la position de femme soumise, c'est comme ça. Sa mère, sa grand-mère, elle a connu la société de cette façon-là, elle préfère cela. C'est tout un vertige. Elle ne saura où aller si jamais du jour au lendemain on lui disait, toi aussi tu as la possibilité. Elles ont peur de la liberté. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire. Que deviendrait le monde avec les femmes libres? Et nous-mêmes, nous les hommes, nous aussi, nous avons peur de cette liberté. Même si théoriquement, et c'est là aussi une des réalités, même si théoriquement nous l'acceptons. Parce qu'une des réalités de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle sait ce qu'il faut faire, mais elle ne veut pas le faire. Nous savons que la femme doit être libre, mais nous avons peur de cela. Et beaucoup d'hommes disent ici, de manière très amusante, que oui, nous sommes pour la liberté de la femme, mais la liberté de la femme du voisin, pas la liberté de ma femme. Bon. C'est un combat qui se mène, qui s'instaure même dans les foyers. J'avoue, je dois avouer que ce n'est pas très agréable pour tous. Je dois avouer que chacun de nous ressort de ce combat en se disant, mais quand est-ce qu'on va arrêter cette folie? Et si jamais Sankara pouvait prononcer un discours contraire. D'ailleurs, ceux qui le disent ne l'ont jamais demandé à Sankara si lui-même n'est pas d'aventure du bord de ceux qui estiment que ça commence à bien faire. Hein? Bon, mais c'est la réalité. Il faut que les femmes soient libres, il faut qu'elles soient libérées, et progressivement. Mais que ce ne soit pas le folklore, les femmes rassemblées pour applaudir en uniforme, pour acclamer, vive ceci et vive cela. Non, ça c'est une autre forme de libération qui ressemble beaucoup plus à la domination et à une organisation massive, mais alors une caporalisation de la femme pour autre chose. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous pourriez alors donner une signification concrète à cette liberté qui souvent a été déformée et mystifiée même en Europe? C'est le droit pour la femme de participer à définir la vie collective avec l'homme. C'est-à-dire que la femme ne doit pas être conçue comme un complément. Quand les hommes ont fini, bon, on laisse à la femme le droit de dire son mot pour les questions subsidiaires. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre que la femme est l'égale de l'homme. C'est très difficile à accepter. J'avoue que c'est très difficile à l'accepter. Mais la femme est réellement l'égale de l'homme et peut faire tout ce que fait l'homme. Même si elle a des possibilités, une sensibilité que l'homme n'a pas, et qu'en retour, l'homme a des possibilités et des sensibilités que la femme n'a pas. C'est très simple. Nous disons que physiquement, la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Intellectuellement, nos femmes l'ont prouvé à l'école, partout, dans les universités. Elles peuvent faire ce que nos hommes ont fait. Elles l'ont fait. Elles ont les mêmes diplômes, etc. La femme voltaïque se lève à 4h30 du matin. Sa journée commence à 4h, 4h30. Et sa journée finit vers les 23h, minuit. À chercher du bois, de l'eau, à faire la cuisine, à laver les enfants, à faire ceci, à nettoyer, à balayer la maison. Bon. Alors, l'homme, pendant ce temps, se repose. Quand la femme va au champ avec l'homme, elle cultive dans le même champ que l'homme. En fait, l'homme, c'est le contremaître. Dans le champ, qui regarde ses femmes, c'est-à-dire ses ouvrières, travailler. Il regarde ses ouvrières travailler. Et à la fin du travail, qui est dû au maître, la femme va encore dans son propre champ à elle, puisqu'elle est généralement femme à côté d'autres coépouses et il lui faut avoir un petit revenu à elle pour pouvoir mieux nourrir ses propres enfants. Alors, c'est donc dire que si physiquement la femme peut le faire, et si l'homme éprouve le besoin d'aller se reposer sous les arbres, à l'ombre des arbres, c'est que la femme physiquement a les capacités. Et nous disons que en haltérophilie, on peut trouver également des femmes qui soulèvent les mêmes quintaux que les hommes. Il suffit de les entraîner dès le départ et surtout de ne pas dire à la femme dès l'enfance qu'elle est inférieure. Voilà, toi, fille, tu es inférieure à ton frère. Or, toute la mentalité chez nous, en Volta, est faite de telle sorte que, parce que vous êtes un garçon, même si vous êtes le dernier des garçons, vous êtes au moins le premier parmi les femmes. Ça, au moins, vous êtes le premier. C'est comme ça. Et cela va jusqu'à des marques physiques
pour que la femme porte sur elle l'empreinte de son infériorité permanente. L'excision, c'est quoi? C'est la traduction aussi d'une certaine volonté de marquer la femme de son infériorité. Et la femme est inférieure à l'homme. On le lui rappellera qu'elle n'a pas le droit d'avoir le plaisir qu'elle veut parce que, bon, et il faut, exactement comme c'est la ceinture de chasteté que d'autres employaient en d'autres temps. On n'a jamais vu de ceinture de chasteté pour les hommes. Pourquoi? Alors, voilà déjà les rapports sociaux entre nous, même voltaïques, des rapports sociaux qui doivent être brisés et transformés. Et ce n'est que si ces rapports sociaux étaient brisés et transformés que nous pourrions faire participer la femme à la lutte contre l'impérialisme qui est un autre problème. Mais nous ne le voulons pas et ce n'est pas facile de l'accepter aussi, de dire à la femme, tu es l'égal de l'homme à côté. Dans notre gouvernement, nous n'avons qu'une femme. Mais nous savons que plus tard, nous aurons plusieurs femmes dans notre gouvernement. Parce que, aussi, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 4 août que instinctivement et automatiquement les femmes sont devenues libres et consciemment libres. Non. Elles sont pour l'instant utopiquement et euphoriquement libres. Mais elles ne le sont pas encore de manière consciente. La preuve, c'est que quand vous appelez une femme, vous dites, bon, écoutez, camarade, vous êtes responsable de ceci et cela à partir d'aujourd'hui. Vous êtes nommé la responsable de tel service. Merci, elle fait un bon discours qui vous dit qu'elle est... Mais elle prend les dossiers, elle file voir son mari, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Ou bien, il y a encore des expressions qui trahissent l'inféodation des femmes, l'inféodation inconsciente des femmes. Lorsque une femme, lorsque je rassemble parfois les femmes, je leur dis, écoutez, vous devriez désigner parmi vous une de vos camarades pour siéger à telle ou telle instance, etc. Nous causons. Elles vont dire, bon, alors, camarade président, donnez-nous le temps d'aller voir. Elles vont réfléchir, elles reviennent. Nous vous proposons une telle. Je dis, ah, vous pensez qu'elle pourra? Ah oui, celle-là, elle parle comme un homme. Ah bon? Ah, mais... Autant pour moi aller chercher directement des hommes. Autant aller chercher des hommes, puisque vous avez trouvé en vous celle qui se rapproche le plus des hommes. Elle parle comme un homme. Alors, camarade, ça ne va pas. Sur le plan des médias, depuis que vous êtes président, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que les médias, que l'Occident tenait encore en main pratiquement tous les moyens d'expression, même pour les chefs d'État africains? Eh oui, je ne connaissais pas, jusqu'à ce point-là en tout cas, la puissance de l'information, enfin des médias en général. Et depuis le 4 août, nous avons pu nous apercevoir, j'ai pu en tout cas personnellement le noter, comment il est possible de fabriquer de toutes pièces des hommes, des images. Mais alors de toutes pièces. Des images positives, des images négatives. Et quand on sait aussi que les faiseurs d'opinion, les faiseurs d'images de marque ou les défaiseurs d'images de marque sont eux-mêmes tenus en laisse par ceux qui ont les financements, nous voyons que le combat que nous menons revient encore à un combat anti-impérialiste, une lutte anti-impérialiste. Il faut libérer l'information et permettre à l'information de dire ce qu'il y a à dire, de dire la vérité, une vérité par une critique positive et constructive. Nous ne demandons pas, bien sûr, que les journalistes se transforment en turiféraires ou que les micros deviennent des espèces d'encensoirs pour nous. Non, nous ne demandons pas cela. Mais nous demandons que les efforts que nous faisons soient présentés. Il y a un pays africain qui a, depuis peut-être 3 ou 4 mois, décidé de créer une espèce de contribution, d'ouvrir des caisses, des fonds alimentés par des contributions volontaires des habitants de son pays pour venir en aide au secours de ceux qui ont été victimes de la sécheresse. Et cela a été célébré dans les journaux et par certaines radios, grandes radios. Nous avons vu la partialité manifeste. Parce que nous, plusieurs mois avant cet autre pays, et de manière
beaucoup plus avancée, nous avons le même système ici. Notre caisse de solidarité révolutionnaire, à laquelle contribuent des voltaïques et des non-voltaïques, qui nous a permis de refuser de déclarer la haute voltaire sinistrée. On nous a même rédigé les textes pour que la haute voltaire soit déclarée sinistrée. Il suffisait de signer simplement. Nous ne l'avons jamais fait, estimant que nous avions des ressources à notre niveau et que nous voulions que les voltaïques apprennent à vivre en voltaïque, apprennent à subir les affres aussi de la famine et donc à être obligés à chercher des solutions à ces problèmes qui pourraient revenir car ils reviennent de manière cyclique. Bien. C'est dire que l'information doit être au service de la libération des peuples. Il n'y a pas d'information neutre, il n'y a pas de cinéma neutre et par conséquent, les hommes des médias doivent se demander à quel service ils ont placé leur talent. Au service des peuples ou au service des ennemis des peuples. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ces caméras qui tournent pour dire 24 fois par seconde la vérité et rien que la vérité. Vous avez toujours été, quand vous étiez jeune, plus jeune que maintenant, vous avez toujours eu beaucoup d'activités culturelles. Vous vous intéressiez au cinéma, vous jouiez de la musique. Est-ce que vous avez encore le temps maintenant de vous y consacrer? Et d'autre part, est-ce que ces préoccupations-là ne vous semblent pas encore dans les rapports entre entre le Sud et le Nord, des rapports entachés d'un colonialisme? Est-ce que vous ne ressentez pas le rapport, par exemple, des œuvres voltaïques avec les médias d'Occident comme entaché d'un colonialisme qui devrait être complètement dépassé? Est-ce que la culture vous semble maintenant, entre l'Occident et l'Afrique, égalitaire? Non, elle ne l'est pas encore. Elle ne l'est pas encore. Il n'y a pas ces rapports égalitaires entre ces cultures qui, au fond, peuvent se compléter, mais très harmonieusement, si on veut le faire, si on veut faire l'effort. Parce que il y a eu des rapports inégaux dès le départ qui ont été largement en faveur de la culture du colonisateur. Nous pensons dans la mentalité du colonisateur pour traduire notre pensée dans les langues de notre pays. C'est d'abord là un problème très important. Aller traduire la révolution dans nos langues, aller traduire la démocratie dans nos langues, c'est des périphrases à n'en plus finir. Cela est très significatif. Ce qui fait que tout ce que nous faisons, qui a eu la chance d'avoir été écrit, d'avoir été dit dans la culture du colonisateur, par exemple la Révolution, 1789, la Révolution en France, voilà, on sait ce que c'est, eh bien, donne l'impression, et c'est un prolongement de la domination, donne l'impression que même la Révolution, même ce que nous voulons faire aujourd'hui, doit être pensé, défini chez le colonisateur. C'est-à-dire que c'est encore lui qui doit nous... Les canons de la révolution doivent nous être dictés par ceux que nous voulons combattre du point de vue démarche colonialiste. Voyez-vous. Et c'est pourquoi ils se permettent aujourd'hui de dire c'est une hérésie que de faire des TPR, des tribunaux populaires, parce que bon, c'est nous qui vous avons appris le droit, c'est nous qui vous avons formé vos magistrats, donc c'est nous qui vous dirons encore comment vous devez les transformer. Non, votre révolution n'est pas correcte parce que votre réforme agraire n'est pas venue de telle ou telle façon, parce que c'est nous qui vous avons appris ce que c'est que la réforme agraire. C'est encore nous qui vous avons appris ceci, c'est encore dans nos livres que vous avez lus, qu'en 1789, nous avons proclamé. Alors, il n'y a pas de rapports égalitaires. Et rien qu'à ce niveau. Aujourd'hui encore, nous avons beau dire, combattons la domination culturelle que nous impose le néocolonialisme et surtout l'impérialisme. Nous avons beau le dire, nous nous comportons comme tel. Sur le plan économique, même, nous sommes victimes de cela. Il n'y a pas de rapports égalitaires encore. Et nous avons beaucoup de problèmes dans ce domaine. C'est l'un des domaines qui va nous prendre le plus de travail parce que cela demande une transformation des mentalités, une transformation totale des mentalités. Chez nous, rapport culturel, nous estimons que un film signé, pourquoi pas, Vautier,
a plus de mérite qu'un film signé Gaston Caboret, même si le film Gaston Caboret dit les réalités terre à terre que connaissent les voltaïques. Mais Vauthier, encore que vous n'êtes pas le bon exemple dans ce domaine, parce que vous n'avez pas attaqué notre culture, au contraire, vous l'avez magnifiée en d'autres temps, et très courageusement. Mais il y a des grands cinéastes, dont je tais les noms volontairement, bon, pour ne pas oublier aussi d'autres qui sont tout aussi criminels, il y a des grands cinéastes qui nous ont imposé leur culture. Et cinéma spaghetti, nous l'avons consommé ici, nous le consommons. Et notre peuple est conditionné ainsi. Quand vous dites, quand vous affichez Wang Yu fait ceci, Wang Yu fait cela, bon, karaté, tout le monde est là. Par contre, lorsque vous voulez poser un débat, je ne sais pas moi, la libération de la femme sous forme de film, bon, c'est aride, ça n'attire pas, etc. Et comme en plus, nous faisons notre cinéma dans un balbutiement technologique qui ne nous a pas encore permis de maîtriser le langage cinématographique, c'est vrai, eh bien, le film passe à côté. Pour prendre simplement le cas des films. La musique, c'est tout aussi pareil. Vous savez que nous avons une conception de la musique. Il y a certaines régions ici, notamment chez les Sénoufos, au sud-ouest, à l'ouest du pays, chez les Sénoufos, ils ont une gamme musicale qui n'a pas certaines notes du solfège tel qu'on le connaît en Occident. Et il y a, comment dirais-je, il y a des bémols comme ça qui manquent par-ci par-là. Mais quand les Européens, et les européanisés comme nous autres, quand nous écoutons leur musique, nous disons, ah, arrêtez ce massacre. Parce que nos oreilles ont été tellement habituées à ce que, après le do, vienne le ré, que lorsque il n'y a pas ça, nous sommes choqués. Nous sommes choqués parce qu'il y a cette hiérarchie des notes musicales, voyez-vous. Bon. Nous voulons aujourd'hui définir une identité culturelle voltaïque à partir, c'est une contradiction, à partir d'une culture qui n'est pas voltaïque. Moi, je vais m'adresser à des paysans voltaïques pour leur dire ne faites plus ceci, ne faites plus cela, et me voilà représentant même de la culture, représentant authentique de la culture occidentale. C'est une contradiction. Alors que eux aspirent à être comme moi, et que moi-même j'aspire à vivre comme la rive gauche et la rive droite de la Seine. Voyez-vous? Bon, c'est une contradiction. Mais il faut aller contre cela. Et heureusement, nous trouvons parfois des voix qui nous comprennent. Qui savent que, en fait, le droit pour les voltaïques de se définir comme tel n'est pas un droit agressif contre d'autres cultures. C'est un droit positif et constructif pour d'autres cultures. Une culture qui peut venir en complément d'une autre culture, en harmonie aussi d'une autre culture. Il y a beaucoup à apprendre ici et il y a beaucoup aussi à apprendre chez les autres. Nous trouvons de plus en plus des échos favorables. Nous souhaitons que ce soit de tels échos qui se développent. Je crois aussi que nous devons utiliser, et c'est ce que je suis en train de vouloir faire, utiliser la musique, la culture en général pour exprimer le langage de la révolution. C'est pourquoi nous sommes en train de monter un orchestre de jeunes enfants, tout petits. Et vous avez la primeur, je peux vous dire que ces enfants s'appelleront les petits chanteurs au point levé. Faut bien, là encore, vous voyez ma démarche de néocoloniser qui tente d'imiter, de recopier les petits chanteurs à la croix de bois. Bon, mais enfin, ce sera pour dire à ces autres petits chanteurs à la croix de bois qui sont devenus de grands adultes, leur dire que nous pouvons ensemble faire quelque chose. Tout comme nous sommes en train de monter un orchestre exclusivement féminin, parce que pour nous, la femme occupe un rôle très important qui n'est pas assez souligné. Un rôle très important. Alors nous voulons que les femmes prennent les guitares, les saxophones, trompettes, clarinettes et autres tambours pour chanter la musique, pourquoi pas. Et elles vont chanter la révolution. Et cela va choquer au départ parce que l'on se dira comment on va appeler les femmes pour cela, pour ceci, pour cela. Mais il n'y a que de cette façon que nous allons sortir les femmes de leur ghetto. Un ghetto dans lequel elles s'enferment sans savoir trop comment. Traditionnellement, il n'y a pas d'orchestre féminin ou de participation de femmes à la vie instrumentale, à la vie musicale instrumentale en Haute-Volta.
Oui, il y en a très peu d'ailleurs, notamment chez les Mossi, il y en a. Mais l'orchestre moderne est venu ici, c'est l'affaire des hommes. Ce sont les hommes qui prennent les guitares électriques, qui savent... Bon, voilà, l'orchestre moderne, c'est l'affaire des hommes. Et nous voulons que l'orchestre moderne aussi soit l'affaire des femmes, si elles le veulent. Et nous les poussons à cela. Afrique 21. Vous avez donné un jour une définition de la révolution. C'était quoi? Suivant les milieux dans lesquels nous nous trouvons et suivant les problèmes que nous affrontons, nous définissons la révolution de manière différente, mais complémentaire, non contradictoire, heureusement. C'est ainsi que, sur le plan économique, nous cessons de dire que la révolution, c'est aussi la révolution des statistiques. Nous insistons sur cela. Et on va le voir, on le verra. On commence à déjà le voir en Volta, où les statistiques, toutes les dispositions sont prises pour chambouler les calculs. Et dans ce domaine, fausser aussi les appréciations de ceux qui définissent le développement dans tel ou tel pays. Bien. Mais la révolution comme changement total est venue donner, et non pour prendre avec nous dit, une quête, une véritable quête. Et c'est-à-dire qu'il veut, en tout cas la révolution voltaïque, qui veut être dépouillée aussi de tout ce qu'il y a d'agressif, de troublant et de terrorisant. La révolution avec le couteau entre les dents, la barbe, je n'ai rien contre les barbus. Enfin, bien au contraire, j'ai des grands amis révolutionnaires, grands camarades militants barbus et que je respecte beaucoup et dont l'expérience nous sert énormément. Mais enfin, la révolution romantique, c'est autre chose. Cette forme de révolution-là, en fait, c'est donc un changement permanent, continuel, une remise en cause chaque jour de ce que nous faisons pour tendre vers un perfectionnisme. Enfin, on ne peut pas faire la révolution si on n'est pas perfectionniste. On ne peut pas faire la révolution si on se contente de l'à peu près. On ne peut pas faire la révolution si on ne s'attaque pas aux détails. Et par conséquent, la révolution n'est pas l'affaire des laxistes et des médiocres. La révolution, pour vous, peut être donc progressive. Oui, la révolution peut être progressive en ce sens que les étapes se succédant, on aborde des questions de complexité de plus en plus grandes. Mais la révolution est égale, tout en étant progressive. C'est-à-dire que dans l'échelle, dans la comparaison, nous ne dirons pas que la révolution de tel pays, qui a fait 25 ans de révolution, est supérieure à la révolution de tel autre pays qui n'a que quelques mois de révolution. Non. Nous refusons de telles classifications et de telles comparaisons. Ce n'est pas, en révolution, on ne peut pas, il n'y a pas de distribution des prix. Il y a des contradictions qu'il faut continuellement résoudre. Hier, le 4 août, pour nous, il y avait d'un côté le peuple et de l'autre le camp des ennemis du peuple. Il fallait créer les conditions objectives pour que ces camps-là soient clairs et clairement choisis par chacun. Aujourd'hui, on ne se gêne plus pour s'appeler camarades de lutte dans le camp du peuple. On ne se gêne plus aussi pour taxer et tancer telle ou telle personne réactionnaire, ennemi du peuple. Ça, c'est ce qu'il fallait arracher. Mais dès lors que vous avez déclenché une révolution, vous avez appelé automatiquement une autre révolution qui elle-même appelle d'autres révolutions. Et nous savons que notre révolution, bientôt, elle sera remise en cause. Ce qui est fait sera remis en cause pour aller encore de l'avant. Et on ne peut pas faire la révolution si on n'accepte pas soi-même que l'on peut être remis en cause et peut-être déclaré persona non grata dans cette révolution. Alors, c'est pourquoi nous avons comparé la révolution à un car, un bus. Tout le monde y monte. Il y a plein de gens qui y montent. Aller embarquer, c'est le départ. Tout le monde est monté. Mais nécessairement, il y en a qui tomberont parce qu'il y aura eu tel ou tel virage, telle ou telle accélération. Ou même qu'il y aura eu des marches arrière. Celui qui, dans le car, dans le bus, s'est agrippé de façon à ne résister, à ne s'adapter qu'à la marche en avant. Quand il y a un coup de frein brusque pour une marche arrière, parce qu'on est arrivé, il y a un fossé là, on ne peut pas franchir, il faut faire. Mais il tombe. Alors,
il faut être prêt à toutes les situations. Il y en a qui tomberont, il y en a qui tombent, il y en a qui monteront à certaines escales, qui viendront, qui n'avaient pas cru à la révolution et qui finalement viendront monter à certaines escales. Et il y en a qui plus jamais ne pourront y monter parce qu'ils n'y ont jamais cru et n'ont pas pris les dispositions pour pouvoir y monter. Alors, c'est comme ça que nous voyons la révolution et ce car qui avance inexorablement vers le bonheur du peuple voltaïque a avec lui tous les voltaïques qui le veulent bien, mais tous n'y arriveront pas. Juste après la révolution du 4 août, vous avez beaucoup de problèmes avec les pays, surtout voisins. Est-ce que ces problèmes sont en train de trouver des solutions? Nous constatons qu'il y en a en Afrique qui pensent encore qu'il leur est possible de s'opposer à cette marche normale de l'histoire et qui pensent que ce qui est arrivé en Volta est un phénomène accidentel. Et que chez eux, non, il n'est pas question de ceci, il n'est pas question de cela. Alors, la paix en Afrique ne peut se faire que si les peuples africains ont droit à la parole réellement et disent ce qu'ils veulent. Le problème avec le Mali, c'est un vieux problème qui date depuis les années 1974. Le Mali et la Volta se sont affrontés comme ça dans les sables de la région. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment cela est né. Mais on peut affirmer, nous, à l'époque, nous affirmions, même clandestinement bien sûr, que c'était une guerre injuste. Il y a eu une petite contradiction. C'est vrai que nous affirmions cela. C'est vrai aussi que nous étions sur le champ de bataille. Mais politiquement, nous étions condamnés à dénoncer cette guerre-là. Nous la dénoncions et nous cherchions l'occasion pour nous d'y mettre fin. Bon. Mais la logique du champ de bataille est tout autre. Lorsque l'on vous tire en face, la seule façon, la seule dialectique qui vaille, c'est de riposter par les armes aussi. Bon. Ça, c'est la dialectique du champ de bataille. Mais nous avons toujours été contre ce conflit Mali-Haute-Volta parce que c'est un conflit injuste qui ne profite pas au peuple voltaïque ni au peuple malien, qui ne résout pas les problèmes des peuples. C'est un conflit qui est né parce qu'au sommet, eh bien, les bourgeoisies au pouvoir se sont affrontées et ont été téléguidées, manipulées ainsi. Bon, au Mali comme en Volta, et on a créé de toutes pièces ce conflit-là. Dès que nous avons eu la possibilité de donner officiellement, ouvertement notre point de vue, nous avons dit que c'était une guerre injuste et que Lord Volta voulait oublier totalement ce type de conflit-là. Ce que nous avons fait. Et c'est ainsi que nous avons volontairement, librement, souverainement, levé le fameux veto que Lord Volta avait imposé pour l'entrée du Mali à l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Eh bien, ce veto a été levé par nous-mêmes et nous sommes rendus à Bamako. Nous avons expliqué aux Maliens et aux dirigeants maliens que nous sommes attachés à ce que nos deux peuples vivent en paix. Nous poursuivrons ces efforts et en la matière, nous devons reconnaître que le président Chadli Benjedid, le président algérien, fait de son mieux pour que les positions maliennes et voltaïques soient les plus proches et que pour ce qui est de la frontière, car il y a un problème frontalier, pour ce qui est de ce problème frontalier, nous puissions trouver une solution, mais vraiment dans le cadre d'une recherche de la paix. Nous l'en remercions du reste. Avec d'autres pays qui nous entourent aussi, nous faisons ce que nous pouvons. En tout cas, nous entreprenons des démarches vers eux. Certains nous acceptent, nous accueillent même à bras ouverts. Le Ghana nous a bien accueillis, le Bénin, etc. D'autres nous tolèrent. Certains aussi se méfient de nous. Eh bien, nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas empêcher qu'un homme ait peur de son ombre. Cela ne relève plus de notre compétence. Pour notre part, nous avons fait ce que nous pouvions faire. Le reste, il appartient à chacun de savoir. Lord Volta n'entreprend rien contre qui que ce soit, ni de subversion, rien contre qui que ce soit. Même si nous savons que nos opposants se sont réfugiés dans les pays voisins. Nous savons par exemple que nous avons beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire. Nous le savons, les autorités ivoiriennes aussi le savent. Alors, est-ce un geste amical ou inamical que d'abriter les opposants voltaïques en Côte d'Ivoire? Nous ne voulons pas répondre à cette question. Mais enfin, nous savons que déjà, nous qui n'avons pas d'opposants de qui que ce soit sur notre territoire, nous sommes taxés de vouloir semer la subversion chez les autres. Et que dire alors de ceux qui ont des opposants voltaïques chez eux? Ils sont 1000 fois plus subversifs que nous, alors. Si nous devons appliquer leur logique. Ou alors il s'agit d'une autre logique, mais qu'on nous la donne, celle-là. Nous n'avons pas d'opposants étrangers chez nous. Je
crois qu'il y a eu une reconnaissance, malgré tout, de l'importance de la Haute-Volta sur le plan diplomatique aujourd'hui, qui s'est traduite par la nomination de la Haute-Volta à l'intérieur de certaines instances internationales. Peut-être serait-il possible que vous nous définissiez sur le plan des problèmes africains quelles sont les positions de votre gouvernement. C'est vrai, la Haute-Volta a été, entre autres instances, a été élue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, notre peuple s'estime honoré, par cette marque de confiance, mais mesure également la responsabilité, le poids de la responsabilité d'une telle confiance. C'est pourquoi, au niveau de ces instances, le Conseil de sécurité comme d'autres instances, nous disons que la Haute-Volta doit défendre, doit se souvenir d'abord des raisons, des motifs pour lesquels elle a été désignée. Elle n'est pas allée au Conseil de sécurité pour compléter l'effectif et pour le folklore. Non, elle est partie là-bas parce que certainement des pays non alignés, progressistes, révolutionnaires, africains ou non africains, ont trouvé en Haute-Volta une voix capable d'exprimer de manière régulière les aspirations d'un certain nombre de peuples aussi. Cela implique des sacrifices. Il faut, au nom nous avons eu plus de 104 pays qui nous ont élus. Au nom de tous ces 104 pays, et même au nom de ceux qui ne nous ont pas élus, des peuples de ceux qui ne nous ont pas élus, il faut tout le temps dire la vérité. Et c'est l'exercice de cette vérité, l'exercice quotidien de cette vérité-là, l'expression quotidienne de cette vérité, qui nous vaut aujourd'hui des difficultés. Il y a des pays qui nous ont coupé leur aide alimentaire, simplement parce que nous ne votons pas dans le même sens qu'eux. Bon, qu'à cela ne tienne, nous maintenons. Et c'est dire que pour nous, nous faisons confiance au peuple. Et nous disons que toutes les instances, que ce soit au niveau de l'OUA, au niveau de l'ONU, qui peuvent aider à la concertation, au dialogue franc et sincère, à la recherche pacifique de solutions utiles pour les peuples, tout cela doit être mis en œuvre et tout cela doit être sauvegardé. Bon. Mais, pas à n'importe quel prix. Les compromis qui deviennent des compromissions, nous n'en voulons pas. C'est pourquoi au niveau de l'OUA, nous avons posé des conditions claires pour notre participation. Une participation qui se veut responsable. Ces conditions claires sont, pour l'heure, à propos du problème du Tchad, nous reconnaissons qu'au Tchad, il y a un président qui s'appelle Hissène Habré. Et nous le respectons comme tel. Et s'il vient en Haute-Volta, il sera reçu comme chef de l'État, avec les honneurs dus à son rang de chef de l'État. Mais nous disons que la paix au Tchad, qui est la chose la plus importante aujourd'hui, ne peut pas se discuter seulement avec M. Hissène Habré. La paix avec M. Hissène Habré est la paix avec une fraction. Nous ne voulons pas de cela. Et cette paix-là doit passer par le dialogue avec la concertation avec toutes les autres parties. C'est pourquoi nous disons que si l'OUA se réunit, nous admettons le Tchad. Mais tant qu'il s'agit de parler de questions qui ne touchent pas à la paix au Tchad, d'accord. Mais dès lors que l'on commence à parler de la paix au Tchad, et je me demande comment on pourrait se réunir au niveau de l'OUA sans parler de la paix au Tchad, quelle démission. Dès lors que l'on commence à parler de la paix au Tchad, il faut absolument que l'on amène les autres parties. La République arabe sahraoui démocratique, nous l'avons reconnu, c'est une république qui a ses droits. Et même si c'est une république qui vit, qui est précaire, parce qu'elle doit mener une certaine lutte pour se consolider, pour libérer aussi les autres territoires, même si ce doit être le cas, nous disons que les Africains, et même les peuples du monde entier, doivent se liguer pour imposer le droit à respecter la volonté du peuple sahraoui à qui que ce soit. Ce n'est pas perdre la face que de reconnaître cela. Non, ce n'est pas perdre la face. Nous avons des relations que nous souhaitons meilleures et en tout cas florissantes avec un pays comme le Maroc. Mais quand nous rencontrons les Marocains, nous leur dirons non, sur ce terrain-là, la vérité étant révolutionnaire, nous devons vous dire que vous devez céder. Vous devez abandonner des prétentions qui ne se justifient pas. Mais en même temps, nous disons aux Sahraouis qu'il ne s'agit pas, selon nous, il ne s'agit pas pour eux d'échapper à une domination pour tomber sous la coupe d'une autre domination. Nous voulons une véritable indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Une véritable indépendance totale. Et une indépendance totale coûte très, très, très cher. Il est tellement facile
de se faire supporter, il est tellement facile de se faire épauler qu'on peut parfois hésiter et remettre en cause les bienfaits et l'utilité d'une indépendance totale. Et nous disons que le peuple sahraoui doit être un peuple réellement indépendant, indépendant de quelque force, de quelque puissance que ce soit. Comme nous-mêmes, nous entendons l'être. Ce qui ne veut pas dire se replier dans une espèce de... se replier sur soi-même et ignorer les autres. Non. Nous souhaitons que demain, le peuple sahraoui ait d'excellentes relations avec le peuple marocain, par exemple. Tout comme ce peuple sahraoui a aujourd'hui des relations vraiment fraternelles avec le peuple algérien, tout comme nous lui avons proposé des relations fraternelles avec le peuple voltaïque. Mais que si un jour le peuple voltaïque était surpris en flagrant délit d'hégémonisme ou de tentative d'hégémonisme ou d'impérialisme ou de paternalisme, eh bien que les Sahraouis nous dénoncent et nous combattent comme tels, parce que nous aurons failli. En Afrique australe, nous avons l'Afrique du Sud et sa politique raciste que nous condamnons toujours, que nous condamnerons toujours, parce que il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'y passe. Et puis de toute façon, avant nous, d'autres personnes ont, dans une littérature plus éloquente, dit la réalité de l'Afrique du Sud. Même si, soit dit en passant, cette littérature a servi simplement à se faire acclamer sur certaines tribunes et est partie grossir le rang de ceux qui traînent sous la poussière de certaines bibliothèques. Bien. Donc, nous ne pouvons pas, du point de vue de la surenchère, nous ne pouvons pas prétendre dire mieux que ce qui a été dit avant nous. La différence avec d'autres avant nous, c'est que nous voulons que nous vivions réellement nos engagements et nos prises de position. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, l'arrogance de l'Afrique du Sud tient à la démission, à la compromission et surtout à la trahison des Africains. D'abord des Africains. Mozambique, Angola ont résisté pendant des années et des années à l'Afrique du Sud. Il a fallu que d'autres forces quittent, viennent de très loin, depuis Cuba, pour épauler les Angolais. Mais il y a combien, regardez quand même, il y a combien d'États africains autour de l'Angola qui auraient pu apporter, ces États-là aussi, qui auraient pu apporter des troupes et qui ne l'ont pas fait. Je suis sûr que si nous l'avions fait, chacun en apportant simplement un bataillon, c'est certain que nous serions arrivés à... Et peut-être même que nous n'avions pas besoin d'apporter des bataillons. Non. En appliquant les sanctions économiques. Et en disant à nos partenaires aussi occidentaux et autres, en leur disant que nous, c'est à prendre ou à laisser, que nous n'entendons pas qu'ils traitent avec l'Afrique du Sud. Nous aurions pu imposer plus tôt, et très tôt, à l'Afrique du Sud ce que nous voulons comme liberté pour les peuples africains. Hélas, cela n'a pas été le cas. C'est même le contraire qui s'est produit. Et ils sont nombreux, les Africains, qui traitent avec l'Afrique du Sud sur le dos de ceux qui combattent l'Afrique du Sud. Eh bien, cela s'est passé ainsi. Aujourd'hui, nous comprenons la position du Mozambique, nous comprenons la position de l'Angola, qui ont des relations avec l'Afrique du Sud, des relations de plus en plus grandissantes. Nous souhaitons simplement que ces pays-là, l'Angola et le Mozambique, qui ont le mérite d'avoir posé des actes, d'avoir fait couler leur sang pour la défense aussi de notre liberté à nous autres, nous souhaitons qu'ils ne soient pas pris dans le vertige et le tourbillon des négociations et des compromis tactiques qui deviennent finalement des compromissions. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons donc que les Noirs d'Afrique du Sud ou de Namibie et toutes les autres luttes ne soient pas bradées, ne soient pas foulées au pied. C'est ce que nous souhaitons. Et nous n'avons pas de leçon à donner à ces pays-là parce que nous estimons que pour avoir lutté aussi longtemps comme ils l'ont fait, ils savent eux-mêmes ce qu'il faut faire de juste. En tout cas, nous leur faisons confiance. Mais si d'aventure le contraire se présentait, nous n'hésiterions pas aussi à condamner avec la dernière énergie une espèce de trahison ou en tout cas de volte-face dangereuse. Voilà donc grosso modo quelques problèmes africains qui se posent, lesquels problèmes africains traduisent encore notre soumission, notre domination à l'impérialisme international et forcément influencent les autres problèmes très importants qui sont les problèmes économiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de part et d'autre de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud d'un côté et Israël de l'autre, une espèce de mâchoire
de l'impérialisme, pour ne pas dire du colonialisme attardé même, qui se referme sur l'Afrique par le moyen de pressions économiques ou même d'appui militaire entre les deux régimes basés sur le racisme. C'est le regain d'une certaine diplomatie, la diplomatie de la canonnière. C'est cela. C'est la preuve que certaines méthodes sont en train de revenir et ce colonialisme anachronique-là nous démontre clairement que plus que jamais, il s'agit de lutte, mais de lutte à mort, qui s'opère entre les peuples qui veulent vivre libres et leurs ennemis. Et les tractations sont nombreuses en Afrique noire pour renouer avec Israël. Certains ont le courage de le faire au grand jour, d'autres le font par personne interposée, mais en tout cas, Israël jubile. Nous n'avons rien contre Israël en tant que tel, en tant que pays, en tant que peuple, non. Au contraire, nous admirons ce pays sur pas mal de domaines et nous souhaiterions pouvoir réaliser le 10e de ce qu'il a fait dans beaucoup de domaines. Mais nous souhaiterions pouvoir être tenus à 100 lieues du 100e de ce qu'il a fait aussi dans certains autres domaines. Et ce racisme qui prend que l'on appelle par euphémisme sionisme, l'apartheid en Afrique du Sud, cela est très dangereux. Même pour le peuple d'Israël, cela est très dangereux. Parce que c'est un phénomène qui provoque un autre phénomène et ainsi de suite. Bien. Mais il faut dire que Israël, comme l'Afrique du Sud, ont trouvé très aisément des échos favorables. Évidemment, tous ceux qui ont intérêt à étouffer les relents de liberté, les relents de démocratie vraie, tout cela ont intérêt à collaborer avec les forces les plus expérimentées dans l'étouffement de ces idéaux-là. Et nous savons qu'Israël, comme l'Afrique du Sud, ont des polices, ont des armées qui savent de qui tenir leur méthode pour leur méthode fasciste. Et ce n'est pas étonnant que tous, autant ils ont été opposés au fascisme hitlérien, autant ils ont été très 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 proches de lui. En fait, ce sont deux grands contraires qui se ressemblent intimement aussi. Sur le plan de coopération, on assiste aujourd'hui à une coopération très concrète entre l'Algérie et la Haute-Volta surtout. Pourriez-vous nous dire quelle est la signification de cette coopération sud-sud? Bon, d'abord, je n'aime pas tellement l'expression de la coopération sud-sud, nord-sud. Enfin, notre coopération n'obéit pas à la rose des vents. Parce que j'estime qu'il y a au sud des pays qui appliquent une politique abjecte et il y a au nord aussi des pays qui appliquent une politique autrement plus acceptable et même encouragée pour notre peuple. Donc, c'est une question d'intérêt, et surtout quand on sait aussi que certains au sud obéissent au nord. Bref, on est un peu perdu et nous ne marchons pas avec une boussole dans ce domaine-là. Mais entre la Haute-Volta et l'Algérie, il y a une coopération qui est en train de se développer, mais alors à grands pas. Nous souhaitons que cela dure, que cela se poursuive. Si vous faites une comparaison, les échanges économiques entre la Haute-Volta et l'Algérie, jusqu'au 4 août, c'était limité à quelques dates que l'Algérie envoyait en Haute-Volta pour la bagatelle de, je ne sais pas, peut-être 1000 francs français. Aujourd'hui, la Haute-Volta importe des quantités de matériaux, de machines. Bref, la Haute-Volta a ouvert ses portes à l'économie algérienne. Comme l'économie algérienne ouvre également ses portes à l'économie voltaïque, le marché algérien s'ouvre à l'économie voltaïque du point de vue de l'exportation du bétail. Nous entendons également y exporter certains produits agricoles, notamment certains fruits que l'on ne trouve pas en Algérie, etc. Et les échanges commerciaux, la ligne Air Algérie
passera par Ouagadougou désormais, Air Volta passera par Alger désormais. C'est aussi un signe des temps. C'est aussi un signe des temps. Vous produisez des matériaux de construction dont nous avons besoin parce que l'Air Volta est devenu aujourd'hui un vaste chantier et on nous rationne nos importations de certains matériaux uniquement pour nous mettre en mal avec nos CDR qui se mobilisent pour les travaux. Bien. Mais sur d'autres plans, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, nous constatons une identité de vue, nous constatons une similitude de nos positions et nous avons ouvert à Alger une ambassade, l'Algérie a ouvert à Ouagadougou une ambassade également. Et les missions dans le sens Ouagadougou-Alger ou Alger-Ouagadougou ne se comptent plus. Elles sont très, très, très nombreuses. Récemment, moi-même, j'étais à Alger et nous attendons d'un jour à l'autre le président Charlie Benjedid qui rendra visite au peuple voltaïque. L'Algérie n'est pas un pays inconnu en Volta, non, non, non. Chacun de nous, dans sa famille, a un ancien d'Algérie. Hélas, le peuple voltaïque a combattu le peuple algérien dans sa volonté de se libérer. Parce que, le peuple voltaïque, parce que les représentants de ce peuple-là avaient été pris et conditionnés pour agir dans ce sens-là. Et chacun de nous a dans sa famille un ancien d'Algérie qui nous raconte comment ces luttes se menaient. Aujourd'hui, voilà que le peuple voltaïque veut de nouveaux rapports avec l'Algérie. Et certainement qu'en Algérie, vous aussi, vous avez le souvenir de voltaïques ou de tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, pour généraliser d'une certaine façon tous ces combattants, ces militaires africains. Des tirailleurs sénégalais qui, aux ordres de leur maître français, commettaient les pires humiliations pour le peuple algérien, pillaient, violaient, volaient, tuaient, massacraient, commettaient des atrocités. Ils étaient commandés pour cela, ils le faisaient et croyant bien faire. Aujourd'hui, en tout cas, nous voulons établir de nouveaux rapports et redéfinir la connaissance que les voltaïques doivent avoir de l'Algérie. Cette connaissance est beaucoup plus positive que celle d'antan. C'est pourquoi l'Algérie ne passe pas inaperçue. En même temps, l'Algérie est la mauvaise conscience, pour nous, voltaïques en tout cas. Mauvaise conscience parce que c'est vrai que nous vous avons combattu hier, à côté de nos patrons français. Mais c'est également vrai que dès cette époque, il y a eu des luttes qui se sont engagées ici, en Volta, pour soutenir l'Algérie et pour combattre, pour s'opposer à la guerre d'Algérie. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a comme une espèce de gêne, une espèce de honte, en tout cas de péché que nous portons, que nous essayons de camoufler, que nous camouflons difficilement, pour avoir pris part à ces massacres d'Algérie. Et parce que aussi nous sommes convaincus que ce que nous avions posé comme acte n'était pas justifié. Et c'était aussi un signe très expressif que certains militaires déjà commencent à mettre de côté la ferraille que l'on leur octroyait comme médaille pour avoir tué, traqué des félagas par-ci, par-là. C'est un signe très important. Et bien sûr, nous ne pouvons pas effacer d'un trait ce que nous avons fait là-bas. Mais nous pensons que le peuple algérien saura reconnaître nos mérites, justement parce que nous tournons résolument le dos à ce que nous avions fait hier. Nous l'avions fait dans la nuit aussi de notre adolescence politique, dans la nuit aussi dans l'ignorance des responsabilités qui devaient être les nôtres. Eh bien, cela est très important. Et aussi aujourd'hui, nous voyons en Algérie un pays progressiste, dans le camp des non-alignés, dans le camp africain, un pays qui joue un rôle leader, un rôle important. Et c'est pourquoi nous disons que la lutte de libération, la lutte du FLN, n'est pas la propriété de la seule Algérie, mais la copropriété de tous ceux qui aspirent à la même liberté que ce FLN l'a fait dans le maquis en son temps. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de l'Algérie, nous ne regardons pas tellement la politique intérieure de l'Algérie. C'est pourquoi nous ne comparons jamais Charlie Benjedid à Boumedienne. Nous regardons simplement, est-ce que l'Algérie se maintient sur les positions non alignées, progressistes? Est-ce que l'Algérie maintient ces positions-là de manière constante? Et nous avons été agréablement, nous avons pu constater très agréablement que l'Algérie, par exemple, par rapport à la question de la race, ne s'est pas démentie après Boumedienne, avec Charlie Benjedid, etc., etc. Bon, certes, il y a des victoires qui ont été gagnées, qui ont
des points qui ont été marqués depuis que le président Chalid Benjedid est là, notamment sur le plan social. Non, nous ne voulons pas méconnaître ses mérites, mais nous voulons dire que l'Algérie a une position qu'elle est obligée de maintenir, et c'est comme ça que nous la voyons. Nous disons que c'est hélas le lot de tous ceux qui se sont mis plus ou moins en vedette. Les vedettes n'ont pas le droit de décevoir. Et quand on est champion de boxe poids lourd, on doit toujours gagner, on n'a plus le droit de perdre. Même si on doit pour cela étouffer sa personnalité, même si pour cela on doit faire des sacrifices que les autres hommes ne font plus parce qu'eux vivent beaucoup plus librement, plus spontanément. On surveille ce que ses rations alimentaires, ses exercices physiques, etc. L'Algérie est aujourd'hui, pour nous, l'Algérie est condamnée à rester ainsi, ou alors elle aura d'issue. Afrique 21.